J'étais au centre commercial avec ma petite fille quand j'ai reçu un mot d'un agent de sécurité. « Quittez le magasin maintenant, madame. Ne parlez pas à votre gendre. » J'ai eu des frissons, mais j'ai obéi. Ce que j'ai découvert sur son plan et les agents fédéraux étaient déjà dans le bâtiment. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec Jérôme. Ce n'était pas juste l'intuition d'une belle-mère méfiante, c'était quelque chose de plus profond, un sentiment qui grandissait à chaque visite chez ma fille Quincy. À 68 ans, j'avais appris à faire confiance à mes instincts et il sonnait l'alarme chaque fois que j'observais mon gendre en action. Ce samedi matin, Quincy m'a appelé pour que je vienne la chercher au centre commercial. Elle était sortie avec la petite Florane, ma petite fille de 6 ans, pour acheter des vêtements pour la rentrée. Jérôme travaillait, comme toujours les week-ends, selon elle. Mais je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette routine de travail. Quel genre de comptable doit travailler tant de samedis et dimanches, et toujours à des endroits différents, jamais dans le bureau qu'il prétendait avoir au centre-ville? Je suis arrivé au centre commercial vers 2 heures de l'après-midi. Quincy m'attendait dans l'aire de restauration, avec Florane qui courait entre les tables, pleine d'énergie après le déjeuner. Ma fille semblait fatiguée, plus que d'habitude. Il y avait une tension dans ses épaules que je reconnaissais bien, la même qu'elle portait enfant, chaque fois que quelque chose la préoccupait profondément. « Maman, merci d'être venue me chercher, » dit Quincy, m'embrassant plus fort que d'habitude. « La voiture est au garage depuis hier. Jérôme a dit que c'était juste une révision, mais le mécanicien a appelé en disant qu'il fallait changer plusieurs pièces. » J'ai pris Florane dans mes bras, sentant le poids réconfortant de ma petite fille. Elle était l'image de Quincy petite, avec les mêmes yeux marrons brillants et le même sourire espiègle qui illuminait n'importe quel endroit. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. À quoi servent les mères si ce n'est pas pour aider? En plus, j'adore passer du temps avec vous deux. » Pendant que nous marchions dans les magasins, Quincy m'a raconté les derniers événements à la maison. Jérôme était plus distant, rentrait tard et partait tôt. Il disait travailler sur un projet important, quelque chose sur la consultation pour de grandes entreprises. Mais quand Quincy demandait des détails, il changeait de sujet ou inventait une excuse pour quitter la maison. « Maman, je sais que tu n'as jamais beaucoup aimé Jérôme, » dit Quincy en choisissant une robe pour Florane. « Mais dernièrement, j'ai repensé aux choses dont tu m'as toujours mise en garde. Il ne m'a vraiment jamais présenté ses parents, n'a jamais parlé de sa famille, et quand je pose des questions, il dit que ce sont des sujets douloureux. » J'avais remarqué cela depuis le début de leur relation. Jérôme Silva était apparu dans la vie de ma fille comme un homme charmant, bien habillé, avec des histoires fascinantes sur ses voyages d'affaires. Mais ces histoires ne concordaient jamais complètement. Il disait travailler dans la comptabilité, mais démontrait des connaissances étranges sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec les chiffres. Et il y avait cette cicatrice sur son bras gauche qu'il couvrait toujours, même par temps chaud. Nous sommes allés au magasin de jouets, où Florane s'est émerveillée devant une nouvelle poupée. Pendant qu'elle jouait dans le coin enfant du magasin, Quincy et moi avons parlé à voix basse. Elle m'a raconté qu'elle avait trouvé des documents étranges dans le tiroir du bureau de Jérôme. Des papiers avec des noms d'entreprises dont elle n'avait jamais entendu parler, des chiffres qui ne ressemblaient pas à de la comptabilité ordinaire. Quand j'ai demandé à propos des documents, il s'est mis en colère, chuchota Quincy, regardant nerveusement autour d'elle. Il a dit que je ne devais pas fouiller dans ses affaires, que c'étaient des dossiers confidentiels de clients. Mais maman, je travaille dans une banque depuis 10 ans. Je connais les documents financiers et ces papiers n'étaient pas de la comptabilité normale. J'ai eu des frissons dans le dos. Ma fille était clairement effrayée et cela me mettait en alerte. Quincy a toujours été une femme forte et indépendante. La voir si inquiète m'inquiétait profondément. Nous avons décidé de quitter le magasin de jouets et de marcher un peu plus dans le centre commercial pour que Florane puisse dépenser son énergie avant de rentrer à la maison. C'est quand nous sommes entrés dans le magasin de vêtements pour femmes que tout a commencé à devenir étrange.
Quincy essayait un chemisier quand j'ai remarqué un homme qui nous observait. Il faisait semblant de regarder des chemises pour hommes, mais ses yeux étaient fixés sur nous. Quand nos regards se sont croisés, il a rapidement détourné les yeux, mais est resté dans les parages. « Quincy, je crois que quelqu'un nous suit », ai-je dit à voix basse, faisant semblant d'aider avec la fermeture éclair du chemisier qu'elle essayait. Elle a regardé dans le miroir et a vu l'homme. Son visage a immédiatement pâli. « Maman, sortons d'ici, maintenant !» Mais avant que nous puissions bouger, un autre homme s'est approché. Celui-ci portait l'uniforme de sécurité du centre commercial. Il est venu directement vers moi, avec une expression sérieuse sur le visage. Sans dire un mot, il m'a tendu un petit papier plié. J'ai ouvert le billet de mes mains tremblantes, et les mots que j'ai lus ont fait bondir mon cœur. Le message était clair et direct, sans détour. J'ai regardé le garde de sécurité, qui a fait un geste discret de la tête, indiquant que je devais obéir immédiatement. Quincy a remarqué ma réaction et s'est approché. « Maman, que se passe-t-il? Tu es toute pâle. » J'ai rapidement plié le papier et l'ai rangé dans mon sac. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce que je venais de lire. Comment était-ce possible? Que signifiait ce message? Et pourquoi un agent de sécurité du centre commercial connaissait-il ma vie personnelle? « Nous devons partir, ai-je dit à Quincy, essayant de garder une voix calme pour ne pas effrayer Florane. Tout de suite, nous sommes sortis rapidement du magasin, Florane courant à nos côtés, sans comprendre l'urgence. Mon esprit bouillonnait de questions. Qui était ce garde? Comment connaissait-il Jérôme? Et plus important encore, qu'avait fait mon gendre pour attirer ce genre d'attention? En marchant vers le parking, j'observais chaque personne autour de nous. Combien de ces passants apparemment normaux étaient, en réalité, en train de nous observer? La paranoïa commençait à s'emparer de moi, mais je savais que je ne pouvais pas montrer ma peur devant Quincy et Florane. Dans la voiture, porte verrouillée, j'ai enfin pu respirer un peu mieux. Quincy me regardait dans le rétroviseur, attendant une explication que je n'étais pas encore prête à donner. Comment pourrais-je dire à ma fille que j'avais reçu un avertissement concernant son propre mari? Comment expliquer quelque chose que je ne comprenais pas complètement moi-même? Le trajet jusqu'à la maison de Quincy fut silencieux, hormis les commentaires innocents de Florane sur les achats de la journée. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Chaque voiture qui nous suivait pendant plus de 2 pâtés de maison me rendait nerveuse. Le billet brûlait dans mon sac comme un dangereux secret que je portais. Quand nous sommes arrivés à la maison, Jérôme n'était pas encore rentré du travail. Quincy m'a invité à entrer, mais j'ai hésité. Le billet avait été clair, ne pas parler à mon gendre. Mais comment expliquer cela sans révéler ce qui s'était passé? Je ferais mieux de rentrer chez moi, ma chérie, ai-je dit en embrassant Quincy et Florane. Je suis un peu fatiguée. Mais en sortant du garage, j'ai vu la voiture de Jérôme tourner au coin de la rue. Mon cœur s'est à nouveau emballé. Il m'a fait un signe de la main normalement, avec ce sourire qui m'a toujours paru forcé. J'ai accéléré, faisant semblant de ne pas avoir vu son salut. À la maison, enfin seule, j'ai pu relire le billet. Les mots restaient les mêmes, mais leur impact avait grandi. Je savais que ma vie, et surtout celle de ma famille, avait changé pour toujours à ce moment-là au centre commercial. J'ai passé toute la nuit éveillée, relisant le billet plusieurs fois. Les mots semblaient danser sur le papier à la lumière de la lampe de chevet. « Sortez du magasin maintenant, madame. Ne parlez pas à votre gendre. » Comment cet homme savait-il qui j'étais? Et plus effrayant encore, que savait-il sur Jérôme que j'ignorais? Le lendemain matin, dimanche, Quincy m'a appelé tôt. Sa voix était tendue, presque chuchotante au téléphone. « Maman, Jérôme est parti très tôt aujourd'hui. Il a dit qu'il avait une réunion urgente, mais c'est dimanche. »« Quel genre de réunion de comptabilité a lieu un dimanche à 7 heures du matin ?» a demandé Quincy, et je pouvais entendre Florane jouer en arrière-plan.
Je tenais le téléphone fermement, essayant de décider si je devais parler du billet. « Ma chérie, où es-tu maintenant ?»« À la maison, pourquoi ?»« Maman, ta voix est bizarre. » J'ai respiré profondément. Je ne pouvais plus garder cela pour moi. « Quincy, je dois te dire quelque chose. Hier, au centre commercial, il s'est passé quelque chose de très étrange. » Je lui ai raconté l'histoire du garde, du billet, de la sensation d'être observée. Quincy est restée silencieuse pendant un long moment. « Maman, c'est très sérieux. Tu penses que je devrais confronter Jérôme quand il rentrera ?» a-t-elle finalement demandé. « Non, ai-je répondu plus fort que prévu. Le billet disait spécifiquement de ne pas lui parler. Je pense qu'on devrait en savoir plus avant de faire quoi que ce soit. » Nous avons décidé de nous retrouver chez moi. Quincy viendrait avec Florane, et nous pourrions parler plus calmement pendant que la petite jouerait dans le jardin. Mais quand elles sont arrivées, vers 10 heures du matin, Quincy avait une expression encore plus inquiète. Maman, en partant de la maison, j'ai remarqué une voiture étrange dans la rue, une berline noire aux vitres teintées. Elle était là quand je me suis réveillée, et elle y était toujours quand je suis partie. Le conducteur semblait nous observer. J'ai senti un frisson dans le dos. Les choses se compliquaient rapidement et je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait. J'ai préparé du café pour nous deux pendant que Florane s'installait dans le salon avec ses coloriages. « Quincy, je dois te poser quelques questions sur Jérôme et je veux que tu sois complètement honnête avec moi, ai-je dit, en servant le café dans une de mes tasses en porcelaine qu'elle a toujours admirée. Ma fille acquiesça, tenant sa tasse à 2 mains comme elle le faisait quand elle était petite et anxieuse. « Es-tu déjà allé à son bureau? As-tu rencontré ses collègues? L'as-tu déjà accompagné à un événement de son entreprise? » Quincy secoua lentement la tête. « Jamais. Il dit toujours que l'entreprise a des politiques strictes concernant la famille, que les visites ne sont pas autorisées. Et quand je pose des questions sur ses collègues, il change de sujet ou invente une urgence. Et les documents que tu as trouvés, te souviens-tu de noms spécifiques? Il y avait plusieurs entreprises aux noms étranges. Une s'appelait Opérations Atlantiques, une autre Consortium Delta. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'était des papiers avec des codes et des chiffres qui ressemblaient à des coordonnées géographiques. Et il y avait des photos, maman, des photos d'immeubles, de gens qui entraient et sortaient. Mon cœur s'emballa. Cela n'avait rien à voir avec la comptabilité. As-tu pu photographier un document? Je n'ai pas eu le temps. Quand Jérôme m'a surprise en train de fouiller, il était furieux. Il a pris tous les papiers et les a enfermés dans une mallette qu'il a emportée dans sa voiture. Depuis, il ne laisse plus rien à la maison. Nous discutions quand le téléphone sonna. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité avant de répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Madame Gwendoline Monteiro ?» demanda une voix masculine grave. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Benoît Mendes. Je suis l'agent de sécurité qui vous a remis le billet hier au centre commercial. Je dois vous parler de toute urgence. » Ma main tremblait en tenant le téléphone. Quincy me regardait avec des yeux écarquillés, percevant ma réaction. « Comment avez-vous eu mon numéro ?» ai-je demandé. « Madame, ce n'est pas important pour le moment. Ce qui compte, c'est que votre fille et votre petite-fille pourraient être en danger. Puis-je venir chez vous? J'ai des informations sur votre gendre que vous devez connaître. » J'ai regardé Quincy, qui était visiblement effrayée. Florane continuait à dessiner dans le salon, inconsciente de la tension qui montait autour de nous. « Venez, ai-je finalement dit, mais je veux des réponses, toutes les réponses. » Benoît Mendes est arrivé 20 minutes plus tard. C'était un homme grand, d'une 40aine d'années, avec des cheveux grisonnants aux tempes et une posture qui trahissait une formation militaire. Il s'est présenté poliment, a salué Quincy d'un signe de tête respectueux et a souri gentiment à Florane quand elle est venue en courant montrer son dessin.
Puis-je vous parler en privé ?» a-t-il demandé, indiquant Florane du regard. J'ai envoyé ma petite fille jouer dans le jardin, où je pouvais la voir depuis la fenêtre de la cuisine. Nous nous sommes alors assis à table, et Benoît a sorti un dossier de son sac. « Mesdames, ce que je vais vous raconter peut être choquant, mais vous devez connaître la vérité sur Jérôme Silva. » Il a ouvert le dossier et étalé plusieurs photographies sur la table. C'étaient des photos de Jérôme dans différents endroits, parlant avec des hommes que je ne reconnaissais pas. Certaines semblaient avoir été prises de loin avec des objectifs spéciaux. Jérôme Silva n'est pas comptable, Madame Quincy. Il travaille pour une organisation criminelle qui s'occupe de blanchiment d'argent et de trafic d'informations confidentielles. Les entreprises que vous avez vues dans les documents sont des façades pour des opérations illégales. Quincy est devenue pâle. Elle a pris une des photos où Jérôme remettait une mallette à un homme en costume. « Ce ne peut pas être vrai, a-t-elle murmuré. Il est le père de ma fille. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Benoît s'est penché en avant avec une expression compatissante mais sérieuse. Madame Quincy, votre mari vous a épousée parce qu'il avait besoin d'une identité propre, d'une famille normale pour détourner l'attention des autorités. Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense dans ce genre d'opération. J'ai senti une colère monter dans ma poitrine. Comment cet homme avait-il osé utiliser ma fille de cette façon? Comment avait-il pu jouer avec ses sentiments et utiliser ma petite fille comme partie d'une mascarade? Et pourquoi nous dire tout cela maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi hier au centre commercial? Parce que nous avons découvert que Jérôme prévoit de fuir le pays. Une opération fédérale est en cours depuis plus d'1 an et ils sont sur le point de resserrer l'étau. Mais Jérôme se doute de quelque chose. Hier, nos agents ont détecté qu'il était au centre commercial, probablement en train de vous suivre. Quincy a laissé tomber la photo sur la table. Il nous suivait? Mais pourquoi? Probablement pour s'assurer que vous ne découvriez rien, ou pire, pour vous utiliser comme monnaie d'échange s'il était découvert. C'est pour cela que nous vous avons laissé le billet hier. Nous devions vous faire sortir de là avant qu'il ne s'approche. Benoît a montré d'autres documents. Il y avait des relevés bancaires, des transactions suspectes, même des enregistrements de conversations téléphoniques. Le vrai nom de Jérôme était Roberto Santana, et il avait un long casier judiciaire. Mais il a des documents au nom de Jérôme Silva, a dit Quincy, essayant encore d'assimiler tout cela. Des documents falsifiés, madame, très bien faits, mais faux. Sa véritable identité a été découverte quand nous avons commencé à enquêter sur le réseau de blanchiment d'argent. Florane est apparue à la fenêtre, nous faisant signe. Je lui ai rendu son geste, essayant de garder le sourire, tandis que mon esprit bouillonnait avec toutes ces informations. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que son père n'était pas celui qu'elle croyait? Que fait-on maintenant? Ai-je demandé à Benoît. D'abord, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, Madame Quincy. Pas avant que Jérôme ne soit arrêté. Il pourrait devenir dangereux s'il découvre que vous connaissez la vérité. Quincy s'est mise à pleurer silencieusement. Toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. L'homme qu'elle avait épousé, le père de sa fille, était un criminel qu'il avait utilisé comme couverture. « Il y a autre chose, » a dit Benoît, hésitant. « Jérôme ne travaille pas aujourd'hui. Il est en réunion avec d'autres membres de l'organisation. Nos agents surveillent l'endroit et l'opération d'arrestation peut avoir lieu à tout moment. » À cet instant, le téléphone de Benoît a sonné. Il a répondu, rapidement, parlant en code que je ne comprenais pas. Quand il a raccroché, son expression était tendue. « Mesdames, je dois partir maintenant. L'opération a commencé. Restez ici. Ne sortez sous aucun prétexte. Je vais laisser un agent à l'extérieur pour vous protéger. » Il a rapidement rangé les documents et s'est levé. « Et rappelez-vous, si Jérôme se présente ici, ne le laissez pas entrer. Appelez immédiatement ce numéro, » a-t-il dit en me tendant une carte. Après le départ de Benoît, Quincy et moi sommes restés assises en silence pendant quelques minutes. Florane continuait de jouer dans le jardin, heureuse et innocente,
sans imaginer que sa vie allait changer pour toujours. « Maman, comment ai-je pu être si aveugle ?» a finalement demandé Quincy. « Tu n'as pas été aveugle, ma chérie. Tu as été trompée par quelqu'un de très expérimenté dans ce domaine. Ne te blâme pas. » Mais je me sentais moi-même coupable. J'aurais dû insister davantage sur mes soupçons. J'aurais dû enquêter plus profondément. J'aurais peut-être pu épargner cette douleur à Quincy. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je reconnaissais. C'était Jérôme. Quincy m'a regardé avec panique dans les yeux. « Ne réponds pas », ai-je chuchoté. Mais la sonnerie a continué, insistante, menaçante. Quand elle s'est enfin arrêtée, nous avons ressenti un soulagement momentané. Mais elle a recommencé aussitôt. Nous avons décidé de ne pas répondre. Le téléphone a finalement cessé de sonner, mais le silence qui a suivi était encore plus perturbant que le son insistant de la sonnerie. Quincy était visiblement bouleversé. Ses mains tremblaient en tenant sa tasse de café déjà froide. « Maman, et s'il vient ici ?» a demandé ma fille, regardant nerveusement vers la fenêtre où Florane jouait encore insouciamment dans le jardin. Je me suis levée et suis allée à la fenêtre de devant, observant discrètement la rue. La berline noire que Quincy avait mentionnée n'était plus là, mais cela ne m'a pas rassurée. En fait, son absence m'a rendue encore plus inquiète. Où était Jérôme en ce moment? Savait-il que nous avions découvert la vérité? « Quincy, allons chercher quelques affaires pour toi et Florane. Vous allez rester ici quelques jours, » ai-je dit, essayant de garder une voix ferme et contrôlée. Ma fille a acquiescé, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. 7 ans de mariage, 7 ans à croire qu'elle construisait une famille avec un homme qu'elle aimait, et maintenant découvrir que tout n'était qu'une mise en scène élaborée. Comment se remet-on d'une trahison aussi profonde? J'ai appelé Florane à l'intérieur et lui ai suggéré de choisir quelques jouets à apporter chez mamie. La petite était excitée par l'idée d'une aventure pour dormir chez mamie, sans se douter que sa vie était en train d'être brisée par les adultes autour d'elle, pendant que Florane jouait dans le salon. Quincy et moi sommes retournés à la cuisine pour continuer notre conversation à voix basse. J'avais besoin de mieux comprendre la situation avant que nous ne prenions des décisions hâtives. Quincy, parle-moi du comportement de Jérôme ces dernières semaines. Quelque chose a-t-il changé? Était-il plus nerveux, plus distant? Ai-je demandé. Ma fille a réfléchi un moment, mordant sa lèvre inférieure, comme elle le faisait toujours quand elle se concentrait. Maintenant que tu en parles, oui. Il reçoit beaucoup d'appels étranges, toujours à des heures inhabituelles, et quand il répond, il sort de la maison ou va dans une autre pièce. La semaine dernière, je me suis réveillée au milieu de la nuit et il n'était pas dans le lit. Je l'ai trouvé dans le bureau, parlant doucement au téléphone. Quand il m'a vue, il a raccroché immédiatement et m'a dit que c'était le travail. Et les voyages? Voyage-t-il beaucoup? Ai-je continué d'enquêter. Ces 2 derniers mois, au moins 3 fois. Toujours des voyages courts, de 2 ou 3 jours. Il disait que c'était pour des audits dans d'autres filiales de l'entreprise. Mais il n'a jamais rapporté aucun document, aucune preuve de ses voyages. Et quand je posais des questions sur les endroits où il était allé, il changeait de sujet. Chaque détail que Quincy partageait dressait un tableau de plus en plus clair de la double vie que Jérôme avait construite. Je ressentais un mélange de colère et de pitié pour ma fille. En tant que mère, mon instinct était de la protéger. Mais je savais aussi qu'elle devait faire face à la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Le téléphone de la maison sonna à nouveau. Cette fois-ci, c'était un numéro différent. J'ai hésité, mais j'ai décidé de répondre. « Madame Gwendoline, c'est Benoît Mendès à nouveau, » dit la voix familière de l'agent. « Oui, je vous écoute, » ai-je répondu, faisant signe à Quincy de s'approcher. L'opération est en cours. Jérôme a été localisé dans une réunion avec d'autres membres de l'organisation dans un immeuble de bureaux au centre-ville. Nos agents sont en position, mais vous devez rester chez vous et garder les portes verrouillées.
Il a été arrêté? Ai-je demandé directement. Pas encore. Nous attendons le bon moment. Il y a d'autres criminels impliqués et nous devons tous les arrêter ensemble. Mais sachez que vous êtes en sécurité. Un agent surveille votre maison. J'ai regardé par la fenêtre à nouveau et cette fois, j'ai remarqué un homme assis sur un banc dans le square, en face de mon pâté de maison. Il lisait un journal, mais sa posture et la façon dont il observait discrètement les alentours trahissaient son véritable objectif. « Benoît, j'ai besoin de vous poser une question, » ai-je dit, respirant profondément. « Depuis combien de temps saviez-vous pour Jérôme? Pourquoi n'avoir rien dit à ma fille avant ?» Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne avant que Benoît ne réponde. « Madame Gwendoline, je comprends votre indignation, mais des opérations comme celle-ci prennent du temps. Nous devions rassembler suffisamment de preuves, non seulement contre Jérôme, mais contre tout le réseau. Si nous avions averti votre fille prématurément, il aurait pu s'enfuir, et des années d'enquête auraient été perdues. Je comprenais la logique, mais cela n'atténuait pas mon irritation. Ma famille avait été utilisée comme appât, sans notre connaissance ni notre consentement. Et maintenant, que va-t-il nous arriver après que vous aurez arrêté Jérôme? Demanda Quincy, qui avait pris le téléphone de ma main. Madame Quincy, vous aurez tout le soutien nécessaire. Il y aura des procédures légales, bien sûr, mais vous êtes des victimes dans cette situation. Vous aurez droit à une assistance psychologique, une aide pour les questions juridiques comme le divorce et la garde de l'enfant, et une protection si nécessaire. Quincy recommença à pleurer silencieusement. La réalité devenait de plus en plus concrète et effrayante. « Il y a autre chose, » continua Benoît. « Jérôme pourrait essayer de vous contacter dans les prochaines heures. Il est possible qu'il soupçonne que quelque chose se passe. S'il appelle ou se présente chez vous, ne donnez aucune indication que vous êtes au courant de ses activités illégales. Dites simplement que vous êtes sorti faire des courses et que vous êtes revenu fatigué. Maintenez la normalité. Et s'il insiste pour ramener Quincy et Florane à la maison, ai-je demandé. Inventez une excuse. Dites que Florane ne se sent pas bien, que vous voulez rester un peu plus longtemps pour prendre soin d'elle. N'importe quoi pour gagner du temps jusqu'à ce que nous puissions l'arrêter. Après avoir raccroché, Quincy et moi sommes restés assises en silence pendant quelques minutes. Florane s'était installée sur le canapé du salon, regardant des dessins animés à la télévision, complètement étrangère au drame qui se déroulait autour d'elle. « Maman, comment vais-je lui expliquer ?» demanda Quincy, regardant en direction de sa fille. « Pas maintenant, » ai-je répondu fermement. « Réglons d'abord la situation avec les autorités. Ensuite, nous réfléchirons à la meilleure façon d'aider Florane à comprendre ce qui s'est passé. » Ma petite fille était une enfant intelligente et sensible. Ce serait dévastateur pour elle de découvrir que l'homme qu'elle appelait papa avait menti sur tout. Mais elle était forte, comme sa mère et comme sa grand-mère. Nous l'aiderions à surmonter cela, peu importe le temps que cela prendrait. Le téléphone sonna une fois de plus. Cette fois, le numéro à l'écran était bien celui de Jérôme. Quincy me regarda avec panique dans les yeux, mais je lui fis signe de répondre. Nous devions maintenir les apparences. « Allô, Jérôme ?» dit Quincy, essayant de paraître naturel. « Quincy, où êtes-vous ?» J'ai appelé plusieurs fois, et personne n'a répondu, dit la voix de Jérôme à l'autre bout du fil. Même à travers le téléphone, je pouvais détecter une tension dans sa voix que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Nous sommes chez ma mère. Florane voulait jouer dans le jardin, et nous sommes restés plus longtemps, » répondit ma fille, étonnamment maîtrisée. « J'ai besoin que vous rentriez à la maison maintenant. J'ai une surprise pour vous. » Quincy me regarda, ne sachant visiblement pas quoi répondre. J'ai vigoureusement secoué la tête, lui indiquant qu'elle ne devait pas accepter. « Jérôme, Florane est un peu fatiguée, et ma mère a préparé le dîner. Et si nous rentrions plus tard? Ou tu peux venir dîner ici avec nous, suggéra Quincy. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Quand Jérôme répondit enfin, sa voix était différente, plus froide. Non, Quincy,
J'ai besoin que vous rentriez à la maison maintenant. C'est important. Mais Jérôme, maintenant Quincy, ne me fais pas répéter. L'appel fut brusquement interrompu. Quincy tenait le téléphone d'une main tremblante, me regardant avec des yeux écarquillés de peur. Maman, il ne m'a jamais parlé comme ça avant. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose d'effrayant. J'ai pris la carte que Benoît m'avait donnée et j'ai composé immédiatement. Il a répondu à la première sonnerie. Benoît, Jérôme vient d'appeler. Il insiste pour que Quincy et Florane rentrent à la maison immédiatement. Je pense qu'il soupçonne quelque chose. Ce n'est pas bon, a répondu Benoît, et je pouvais entendre des voix en arrière-plan. Il pourrait essayer de vous utiliser comme monnaie d'échange ou garantie pour sa fuite. Ne sortez surtout pas de là. Mais s'il vient ici, ai-je demandé. Notre agent surveille. S'il s'approche de la maison, nous serons immédiatement alertés. Mais gardez les portes verrouillées et ne le laissez pas entrer, peu importe ce qu'il dit. J'ai raccroché et je suis allé vérifier toutes les serrures de la maison. Quincy m'a suivi et ensemble nous avons vérifié fenêtres et portes. Florane nous observait avec curiosité, ne comprenant pas pourquoi nous agissions si étrangement. « Mamie, pourquoi vous fermez tout ?» a demandé ma petite fille avec son innocence caractéristique. « C'est juste pour être sûr qu'on est en sécurité, ma chérie, » ai-je répondu, essayant de sourire de façon rassurante. Une fois la sécurité de la maison vérifiée, nous sommes retournés au salon. Quincy était visiblement nerveuse, regardant constamment vers la fenêtre. J'essayais de garder mon calme, mais mon cœur battait rapidement. La situation avait rapidement escaladé et je me sentais comme au centre d'un film à suspense. Soudain, nous avons entendu le bruit d'une voiture qui approchait. Quincy a couru jusqu'à la fenêtre et a regardé à travers le rideau. « Maman » a-t-elle chuchoté, le visage pâle. « C'est la voiture de Jérôme. Il vient vers la maison. » Mon sang s'est glacé. Le bruit du moteur de la voiture de Jérôme qui se rapprochait a fait s'emballer mon cœur. Quincy était paralysée à la fenêtre, observant à travers l'entrebâillement du rideau comment son mari se garait juste devant le portail de ma maison. « Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a murmuré ma fille, la voix nouée par la peur. Je me suis approché d'elle et j'ai regardé discrètement par la fenêtre. Jérôme sortait de la voiture, mais quelque chose dans ses mouvements semblait différent. Il regardait constamment autour de lui, comme s'il vérifiait si quelqu'un l'observait. Ses gestes étaient tendus, calculés. Ce n'était plus le même homme que je connaissais depuis 7 ans. « Gardons notre calme », ai-je dit doucement, posant ma main sur l'épaule de Quincy. « Rappelle-toi ce que l'agent Mendes a dit. Nous devons agir normalement. » Jérôme a marché jusqu'au portail et a sonné. Le son a résonné dans la maison, faisant lever la tête de Florane du canapé où elle regardait la télévision. « C'est papa !» s'est exclamée ma petite fille, courant vers la porte. « Florane, attends !» a dit Quincy rapidement, interceptant la petite. « On va ouvrir ensemble, d'accord ?» J'ai respiré profondément et j'ai marché jusqu'à la porte, vérifiant une dernière fois que tous les verrous étaient en place. À travers le verre dépoli, je pouvais voir la silhouette de Jérôme qui attendait de l'autre côté. « Jérôme, quelle surprise !» ai-je dit assez fort pour qu'il entende, essayant de paraître naturel. « On ne t'attendait pas. »« Gwendoline, il faut que je vous parle. C'est important, » a-t-il répondu, et il y avait une urgence dans sa voix qui m'a mise encore plus en alerte. J'ai ouvert uniquement la porte moustiquaire, gardant la porte principale verrouillée. « Que s'est-il passé ? Tu as l'air nerveux. » Jérôme a forcé un sourire, mais ses yeux restaient inquiets, scrutant l'intérieur de la maison derrière moi. « Ce n'est rien. Je veux juste ramener ma famille à la maison. J'ai eu une journée difficile au travail et je veux dîner avec vous. » Quincy s'est approché, tenant Florane par la main. « Jérôme, comme je te l'ai dit au téléphone, ma mère a déjà préparé le dîner. Pourquoi tu ne viens pas manger avec nous ici ?»« Non, a-t-il dit, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu.
Il a immédiatement essayé d'adoucir son ton. Je veux dire, je préfère qu'on rentre à la maison. J'ai des choses importantes à régler encore aujourd'hui. Florane a tiré sur le bas du haut de sa mère. Maman, pourquoi papa n'entre pas? Il entre toujours chez mamie. La question innocente de la petite a créé un moment de tension palpable. Jérôme a regardé sa fille et son visage s'est adouci momentanément, mais il a vite repris cette étrange anxiété. « Papa est pressé aujourd'hui, mon amour, » a dit Quincy, s'agenouillant à la hauteur de Florane. « Et si on restait encore un peu chez mamie et qu'on rentrait après ?»« Quincy, j'ai dit qu'on devait partir maintenant, » a insisté Jérôme, et cette fois, il n'a pas réussi à dissimuler l'irritation dans sa voix. J'observais chacun de ses mouvements à travers la moustiquaire. Ses mains étaient agitées, tantôt jouant avec les clés de la voiture, tantôt ajustant le col de sa chemise. Il transpirait, bien que le temps ne soit pas particulièrement chaud. Tout son comportement confirmait mes soupçons que quelque chose n'allait vraiment pas. « Jérôme, ça va? Tu sembles agité, » ai-je commenté, essayant de gagner du temps et peut-être de le faire révéler ce qui se passait réellement. « Je vais très bien, Gwendoline. Je suis juste fatiguée. La journée a été longue, » a-t-il répondu. Mais ses yeux continuaient de scruter nerveusement les alentours. À ce moment-là, j'ai remarqué que l'agent dont Benoît avait parlé n'était plus sur le banc de la place. Cela m'inquiétait encore plus. Où était-il? Pourquoi ne surveillait-il plus la maison? « Écoute, Jérôme, » ai-je dit, essayant une approche différente. « Pourquoi ne te détends-tu pas un peu? Quincy, fais donc un café à ton mari, il semble en avoir besoin. »« Je ne veux pas de café, » a-t-il dit sèchement. « Je veux ma femme et ma fille avec moi, maintenant. » Florane commençait à sentir la tension dans l'air. Elle se blottit plus près de sa mère, regardant avec confusion les adultes. « Pourquoi tout le monde parle bizarrement ?» a-t-elle demandé avec son innocence caractéristique. Quincy a pris sa fille dans ses bras, essayant de la protéger de l'atmosphère tendue qui s'était installée. « Ce n'est rien, mon amour. Les adultes sont parfois préoccupés par des choses du travail. »« C'est exactement ça, » ai-je approuvé, forçant un sourire pour ma petite fille. Papa a eu une journée difficile au bureau. Jérôme m'a lancé un regard pénétrant, comme s'il essayait de décrypter si je savais quelque chose. Ses yeux étaient différents, plus froids, plus calculateurs. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Ou peut-être avait-il toujours été ainsi, et je ne voulais simplement pas le voir. « Gwendoline, ouvrez la porte, » a-t-il dit, sur un ton qui n'admettait pas la discussion. « Jérôme, tu fais peur à Florane, » a fait remarquer Quincy, serrant sa fille contre sa poitrine. « Je ne fais peur à personne. Je veux simplement entrer chez ma belle-mère comme je l'ai toujours fait, » a-t-il rétorqué. Mais il y avait une tension dans sa mâchoire qui trahissait qu'il n'était pas aussi calme qu'il essayait de le paraître. J'ai regardé Quincy, essayant de lui communiquer silencieusement que nous ne devions pas céder. Elle a compris le message et a acquiescé de façon presque imperceptible. « Jérôme, et si nous rentrions dans 1 heure? Florane s'amuse tellement ici, et je lui ai promis qu'elle pourrait jouer encore un peu dans le jardin, » a suggéré ma fille. « 1 heure? » a-t-il répété, et j'ai vu ses mains se fermer en poing. « Nous n'avons pas 1 heure, Quincy. Nous devons partir maintenant. »« Mais pourquoi ?» a-t-elle demandé sincèrement confuse. « Qu'y a-t-il de si urgent ?» Jérôme a hésité, cherchant visiblement à inventer une explication plausible. « J'ai un appel important à 8 heures. Une visioconférence avec des clients internationaux. Je dois être à la maison pour ça. » L'explication sonnait faux même à mes oreilles. Jérôme n'avait jamais mentionné de clients internationaux auparavant, et ces visioconférences se déroulaient toujours au bureau de l'entreprise, pas à la maison. « Tu peux faire l'appel d'ici, » ai-je proposé. « J'ai une bonne connexion Internet et un ordinateur que tu peux utiliser. »« Non !» a-t-il dit rapidement, presque en criant. « J'ai besoin de mes fichiers, de mes documents. Tout est à la maison. »
Florane a été effrayée par le ton élevé de son père et a commencé à pleurnicher. Quincy s'est immédiatement mise à la consoler, murmurant des paroles rassurantes à son oreille. « Tu vois, maintenant tu as fait peur à la petite, » ai-je dit, regardant directement Jérôme à travers la moustiquaire de la porte. Il a semblé réaliser qu'il avait perdu le contrôle et a essayé de se reprendre. « Désolé, Florane. Papa ne voulait pas crier. C'est juste que je suis très inquiet pour le travail. » Ma petite fille a regardé son père avec des yeux humides. « Papa, tu es fâché contre moi ?»« Non, mon amour. Papa ne pourrait jamais être fâché contre toi, » a dit Jérôme, et pendant un moment sa voix est revenue au ton affectueux auquel j'étais habituée. « C'est juste que j'ai vraiment besoin que vous veniez à la maison avec moi. » À ce moment-là, j'ai entendu le bruit d'une autre voiture qui approchait. J'ai discrètement regardé par la fenêtre et j'ai vu une berline sombre se garer de l'autre côté de la rue. 2 hommes sont descendus du véhicule, portant des costumes sombres et des lunettes de soleil, malgré la fin de journée. Jérôme a également remarqué l'arrivée de la voiture et son visage a visiblement pâli. Il a regardé nerveusement les hommes, puis nous a regardés à nouveau. « Quincy, ouvre cette porte maintenant, » a-t-il dit, avec une urgence désespérée dans la voix. « Jérôme, qui sont ces hommes ?» ai-je demandé, montrant discrètement la berline. Il n'a même pas fait semblant de ne pas savoir de quoi je parlais. « Gwendoline, pour l'amour de Dieu, ouvrez cette porte. Vous ne comprenez pas, nous sommes tous en danger. » Quincy et moi avons échangé des regards alarmés. La situation avait rapidement escaladé vers quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce que nous imaginions. « Quel genre de danger, Jérôme ?» a demandé ma fille d'une voix tremblante. « Je ne peux pas expliquer maintenant. Faites-moi juste confiance. Nous devons partir d'ici immédiatement, » a-t-il dit, regardant constamment par-dessus son épaule en direction des hommes de la berline. Les 2 hommes ont commencé à marcher lentement vers ma maison. Leurs mouvements étaient délibérés, professionnels. Ce n'étaient définitivement pas des gens ordinaires. « Jérôme, qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je demandé directement, ne pouvant plus cacher mes soupçons. Il m'a regardé avec une expression mêlant désespoir et culpabilité. « Gwendoline, je peux tout expliquer plus tard. Mais maintenant, nous devons partir. Tous !» Florane était de plus en plus effrayée, sentant la tension monter entre les adultes. « Maman, je veux rentrer à la maison !» dit-elle en commençant à pleurer. Quincy m'a regardée, visiblement partagée entre protéger sa fille et suivre les instructions de l'agent Mendes de ne pas quitter la maison. « Jérôme entre et explique ce qui se passe, » ai-je dit, ouvrant finalement la porte principale, mais gardant la porte moustiquaire verrouillée. « Il n'y a pas le temps pour les explications, » dit-il, essayant d'ouvrir la porte moustiquaire. « S'il te plaît, Gwendoline, pour la sécurité de Florane. » La mention de ma petite fille m'a fait hésiter. Et s'il avait raison? Et si rester ici mettait vraiment Florane en danger? Les 2 hommes de la berline étaient maintenant arrêtés sur le trottoir devant la maison, observant notre interaction. L'un d'eux parlait doucement dans un téléphone portable. « Maman, que fait-on » chuchota Quincy, visiblement paniqué. J'ai regardé Jérôme, les hommes dans la rue, ma fille et ma petite fille effrayées, et j'ai senti le poids de la décision que je devais prendre. En quelques secondes, notre vie tranquille s'était transformée en un cauchemar de suspense et de danger. « Jérôme, si j'ouvre cette porte, tu vas me dire exactement ce qui se passe, » ai-je dit fermement. « Oui, je te le promets. Mais après qu'on soit sorti d'ici, » répondit-il, regardant une fois de plus les hommes dans la rue. Ma main a hésité sur la serrure de la porte moustiquaire. Chaque fibre de mon être me disait de ne pas faire confiance à Jérôme, mais la sécurité de ma famille était en jeu. Et les fédéraux? Où étaient-ils les fédéraux dont Benoît avait parlé? Soudain, l'un des hommes de la berline a commencé à marcher plus rapidement dans notre direction. Son compagnon est resté près de la voiture, mais je pouvais maintenant clairement voir qu'il gardait une main dans sa veste, dans une position qui m'alarmait encore plus. « Gwendoline, s'il te plaît !» supplia Jérôme, frappant légèrement sur la moustiquaire. « Ils arrivent !»
Quincy serra Florane contre sa poitrine, essayant de protéger sa fille de toute cette tension. Ma petite fille avait arrêté de pleurer, mais ses grands yeux observaient tout avec une perception enfantine que quelque chose de très grave se passait. C'est alors que j'ai entendu un son qui m'a glacé le sang. Le grincement inconfondable de la porte arrière qui s'ouvrait. Quelqu'un était entré dans ma maison par la cuisine. « Il y a quelqu'un dans la maison !» ai-je chuchoté à Quincy, sentant mon cœur s'emballer. Jérôme a entendu mon commentaire et son visage est devenu encore plus pâle. « Gwendoline, ouvre cette porte maintenant. Ils sont déjà entrés !» Des pas prudents ont résonné dans le couloir menant au salon où nous étions. C'étaient des pas calculés, de quelqu'un qui savait exactement où marcher pour faire le minimum de bruit possible. « Maman, j'ai peur !» murmura Florane, cachant son visage dans le cou de Quincy. J'ai regardé désespérément autour de moi, cherchant une sortie. La porte d'entrée était bloquée par Jérôme à l'extérieur et par les hommes de la berline. La porte arrière avait été compromise. Nous étions piégés. « Madame Gwendoline !» appela une voix masculine venant du couloir. C'était une voix calme, presque polie, mais qui portait une autorité qui me fit frissonner. « Nous devons parler. » Jérôme frappa plus fort sur la porte moustiquaire. « Gwendoline, pour l'amour de Dieu, ils vont vous faire du mal. »« Qui sont ces gens, Jérôme ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix ferme, malgré la panique que je sentais grandir dans ma poitrine. « Ce sont des gens très dangereux, » répondit-il, regardant nerveusement par-dessus son épaule. « Des gens avec qui je n'aurais jamais dû m'impliquer. » Les pas dans le couloir se rapprochèrent. Je pouvais entendre au moins 2 personnes se déplacer dans la maison, vérifiant les pièces une par une. « Quincy, prends Florane et va dans ma chambre, » ai-je chuchoté urgemment. « Ferme la porte à clé et ne sors pas de là. »« Maman, je ne vais pas te laisser seule, » protesta ma fille, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. « Va maintenant, » ai-je insisté. « Occupe-toi de ta fille, je m'occupe de ça. » Quincy a hésité un moment, regardant entre moi et Jérôme de l'autre côté de la porte. Finalement, portant Florane dans ses bras, elle a couru vers le couloir menant aux chambres. « Madame Gwendoline !» appela de nouveau la voix, maintenant plus proche. « Nous savons que vous êtes là. Nous ne voulons faire de mal à personne. Nous voulons juste avoir une conversation civilisée. » Jérôme continuait de frapper sur la porte moustiquaire, de plus en plus désespéré. « Gwendoline, ils mentent. Ce ne sont pas des gens qui discutent. »« Et toi, tu l'es ?» ai-je demandé, le regardant directement à travers la moustiquaire. « C'est toi qui as amené ces gens chez moi? C'est toi qui as mis ma famille en danger ?» Il baissa les yeux, incapable de nier l'accusation. « Je n'avais pas le choix, Gwendoline. Ils m'y ont forcé. »« Il y a toujours un choix, » répondis-je avec amertume. « Tu as choisi de t'impliquer avec ces gens. Tu as choisi de mettre Quincy et Florane en danger. » Un homme apparut à l'entrée du salon. Il était grand, bien habillé, avec des cheveux grisonnants et des yeux froids. Ses mouvements étaient maîtrisés, professionnels. Ce n'était définitivement pas un criminel ordinaire. « Madame Gwendoline, » dit-il, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je m'appelle Étienne. Je vous prie d'excuser cette intrusion, mais nous devons résoudre une situation délicate. »« Sortez de chez moi, » dis-je fermement, essayant de ne pas montrer ma peur. « Je crains que ce ne soit pas possible, » répondit Étienne, marchant lentement dans le salon. « Voyez-vous, votre gendre nous doit une somme considérable d'argent et quelques informations importantes. » Jérôme continuait de l'autre côté de la porte, maintenant en panique totale. « Gwendoline, ne l'écoutez pas, il va leur faire du mal. »« Votre gendre a raison, » dit Étienne nonchalamment, examinant les cadres photos sur l'étagère. « Je vais vraiment leur faire du mal si je n'obtiens pas ce dont j'ai besoin. » Mon sang se glaça devant le naturel avec lequel il proférait cette menace. Cet homme était capable de tout. « Que voulez-vous » demandai-je, essayant de gagner du temps. « Je veux que Jérôme entre ici
et que nous discutions comme des gens civilisés, répondit Étienne. Il a quelque chose qui m'appartient, et j'ai l'intention de le récupérer. Je n'ai rien, cria Jérôme de l'autre côté de la porte. Je vous ai déjà dit que je n'ai plus rien. Étienne rit doucement, un son qui me donna des frissons. Jérôme, Jérôme, nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. C'est alors que j'entendis un autre bruit venant du fond de la maison. Des pas rapides, plus d'une personne. Mon cœur s'accéléra encore plus. Combien de personnes avaient envahi ma maison? Madame Gwendoline, appela une voix différente venant de la cuisine. Police fédérale! Étienne se raidit immédiatement, sa main allant instinctivement sous sa veste. Que diable! Police fédérale! Répéta la voix, maintenant plus forte. La maison est encerclée! Jérôme, de l'autre côté de la porte, commença à crier. Ils sont là! Les fédéraux sont là! Étienne regarda autour de lui comme un animal traqué. On pouvait maintenant entendre du mouvement dans toute la maison, des gens se positionnant, des voix coordonnant des actions. « Madame, éloignez-vous de la porte !» cria quelqu'un de derrière. Je me jetai derrière le canapé au moment exact où la porte d'entrée fut enfoncée. Jérôme fut poussé à l'intérieur avec 2 agents fédéraux qui l'immobilisèrent immédiatement. Étienne essaya de courir vers la fenêtre, mais d'autres agents étaient déjà positionnés à l'extérieur. En quelques secondes, le salon était rempli d'hommes armés portant des gilets pare-balles. « À terre! Tous à terre !» criaient les agents. Je restais accroupie derrière le canapé, tremblante de peur et d'adrénaline. C'était comme être au milieu d'un film d'action, mais le danger était bien trop réel. « Maman !» entendis-je Quincy crier depuis le couloir. « Tout va bien ?»« Reste où tu... Hé !» criai-je en retour. « Ne sors pas de la chambre !» Un des agents s'approcha de moi, retirant son casque. À ma surprise, c'était l'agent Benoît Mendes, qui s'était identifié plus tôt au téléphone. « Madame Gwendoline, êtes-vous blessée ?» demanda-t-il en m'aidant à me relever. « Je vais bien, répondis-je encore tremblante. Ma fille et ma petite-fille sont dans la chambre. »« J'ai déjà envoyé quelqu'un vérifier, » assura Benoît. « Elles sont en sécurité. » Je regardais autour du salon. Étienne était menotté au sol, fouillé par 2 agents. Jérôme était également détenu, mais de façon moins agressive. « Que se passe-t-il ici ?» demandai-je, commençant enfin à comprendre la situation. Benoît me guida vers une chaise, vérifiant que j'allais vraiment bien. « Madame Gwendoline, votre gendre s'est impliqué avec des gens très dangereux. Il était utilisé pour blanchir de l'argent à travers l'entreprise où il travaille. »« Blanchiment d'argent ?» répétai-je, incrédule. « Jérôme a découvert le système et a essayé d'en sortir, » continua Benoît. « Mais ces gens ne laissent aux personnes partir facilement. Ils le pressaient de continuer, menaçant sa famille. » Je regardais Jérôme, assis par terre avec les mains menottées, la tête baissée. Il semblait être un homme vaincu. « Pourquoi n'a-t-il pas contacté la police ?» demandai-je. « La peur, » répondit simplement Benoît. « Et aussi parce qu'il n'était pas totalement innocent. Il a participé volontairement au système au début, avant de réaliser ce qui se passait vraiment. » Quincy apparut à l'entrée du salon, portant Florane, qui s'était endormie dans ses bras malgré tout le tumulte. « Maman, qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-elle, regardant la scène dans le salon avec stupéfaction. « C'est une longue histoire, ma fille, » répondis-je, me levant pour les serrer dans mes bras. « Mais vous êtes en sécurité maintenant. » Benoît s'approcha de nous. « Madame Quincy, nous aurons besoin que vous veniez avec nous pour faire une déposition. Et il vaut peut-être mieux rester dans un endroit sûr pendant quelques jours, jusqu'à ce que nous ayons complètement résolu cette situation. »« Pendant quelques jours ?» demanda Quincy, déconcerté. « L'organisation dans laquelle votre mari s'est impliqué est importante, » expliqua Benoît. « Étienne n'était qu'un des opérateurs. Nous devons nous assurer que vous serez en sécurité pendant que nous arrêtons le reste du groupe. » J'ai regardé Jérôme, qui a finalement levé les yeux pour rencontrer les miens. J'ai vu la culpabilité, la honte et le désespoir dans son regard. « Gwendoline, je suis désolée,
dit-il d'une voix étranglée. « Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je n'ai jamais voulu vous mettre en danger. Mais tu l'as fait, ai-je répondu froidement. Et maintenant nous devons faire face aux conséquences de tes choix. » Quincy s'est approché de son mari, tenant toujours Florane endormie. « Jérôme, comment as-tu pu nous cacher une chose pareille? Je pensais pouvoir régler ça tout seul, murmura-t-il. Je pensais pouvoir m'en sortir sans que vous ne sachiez rien. Eh bien, dit Benoît, interrompant notre conversation familiale. Maintenant tout le monde est au courant, et nous devons travailler ensemble pour garantir votre sécurité. Pendant que les agents finissaient de traiter la scène, j'ai regardé autour de mon salon, qui était devenu un champ de bataille. Ma vie tranquille avait été détruite en quelques heures, et tout cela à cause des choix secrets de l'homme à qui j'avais confié le bonheur de ma fille. Mais au moins, nous étions vivantes. Et peut-être, juste peut-être, que cette terrible expérience pourrait être le début d'un nouveau départ pour nous tous. Madame Gwendoline, dit Benoît, s'approchant avec une tablette dans les mains. Nous devons documenter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Chaque détail peut être important pour démanteler complètement cette organisation. Je me suis assise dans le fauteuil qui avait survécu au chaos, sentant le poids de tout ce qui s'était passé. Quincy est resté debout à côté de moi, berçant doucement Florane, qui miraculeusement continuait de dormir malgré toute l'agitation. « Par où commençons-nous » ai-je demandé, essayant encore de réaliser que ma maison était devenue le théâtre d'une opération fédérale. « Commençons par le centre commercial » répondit Benoît, activant la tablette. « Que s'est-il exactement passé quand vous avez reçu ce billet ?» J'ai respiré profondément, revivant mentalement ce moment qui semblait s'être passé il y a une éternité, bien que quelques heures seulement se soient écoulées. Nous étions dans l'ère de restauration, ai-je commencé, observant Jérôme du coin de l'œil. Il restait assis par terre, menotté, mais maintenant il prêtait attention à notre conversation. Florane jouait dans l'air de jeu pendant que Quincy et moi discutions. C'est là que ce garde s'est approché. « Décrivez cet homme » demanda Benoît, prenant des notes sur la tablette. Grand, brun, uniforme impeccable de la sécurité du centre commercial. Me suis-je souvenu, fermant les yeux pour mieux visualiser. Il semblait nerveux, regardait constamment par-dessus son épaule, comme si quelqu'un l'observait. Quincy a changé la position de Florane dans ses bras avant d'ajouter « Il ne nous a pas parlé directement. Il a juste donné le billet à maman et est parti rapidement. » « Et que disait exactement le billet ?» demanda Benoît, bien que je savais qu'il en connaissait probablement déjà le contenu. « Sortez du magasin maintenant, madame. Ne parlez pas à votre gendre. » Ai-je répété les mots qui avaient complètement changé le cours de ma journée. Sur le moment, ça n'avait aucun sens. Jérôme n'était même pas avec nous. Benoît a acquiescé, continuant d'écrire. Ce garde était l'un de nos informateurs. Il avait identifié des membres de l'organisation qui circulaient dans le centre commercial, vous cherchant. « Nous cherchant ?» demanda Quincy, alarmé. « Comment ça ?» Il savait que Jérôme avait une famille, expliqua Benoît. Et il savait que vous utiliser comme moyen de pression serait le moyen le plus efficace de le faire coopérer. J'ai regardé mon gendre, qui avait à nouveau baissé la tête. La honte sur son visage était évidente, mais je n'avais plus pitié de lui. Seulement une colère froide et contrôlée. « Jérôme » ai-je appelé fermement. Il a levé les yeux vers moi. « Depuis combien de temps savais-tu que nous étions en danger ?» Il a hésité avant de répondre, regardant nerveusement les agents autour de lui. « Gwendoline, j'ai essayé de vous protéger. C'est pour ça que je n'ai rien dit. » « Réponds à la question, ai-je insisté, croisant les bras. « Depuis combien de temps ?»« 3 semaines, murmura-t-il, si bas que je l'entendais à peine. « 3 semaines ?» répéta Quincy, incrédule. « Tu savais depuis 3 semaines que nous étions en danger et tu ne nous as rien dit ?»« Je pensais pouvoir régler ça, » protesta Jérôme, essayant de se lever, mais en étant empêché par les agents. « J'essayais de trouver une solution qui ne vous impliquerait pas. » Et au lieu de ça,
Tu nous as mis en encore plus grand danger, ai-je répondu froidement, parce que quand ces gens sont finalement venus nous chercher, nous n'étions pas préparés, nous ne savions rien. Benoît a interrompu notre discussion familiale. Madame Gwendoline, nous devons comprendre toute la chronologie. Après avoir quitté le centre commercial, que s'est-il passé? Nous sommes rentrés directement à la maison, ai-je répondu, essayant d'organiser les événements dans ma tête. Quincy était effrayé, mais je ne comprenais pas encore complètement la gravité de la situation. C'est là que les appels téléphoniques ont commencé, a ajouté Quincy, berçant Florane dans ses bras. Des appels étranges, des gens qui raccrochaient quand nous répondions. « Combien d'appels environ ?» demanda Benoît. « 5 ou 6, ai-je estimé. Tous dans l'espace de 2 heures. Il vérifiait si vous étiez à la maison, expliqua Benoît. C'est une tactique courante. Il voulait s'assurer que vous étiez sur place avant de passer à l'action. Quelle action? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Celle que vous venez de vivre, répondit Benoît gravement. Si Jérôme n'était pas apparu quand il est apparu, ils auraient simplement envahi la maison et vous auraient pris en otage. Quincy a pâli à cette information. En otage? C'était leur plan, confirma Benoît. Vous utilisez pour forcer Jérôme à coopérer pleinement et éventuellement pour le faire taire définitivement. Le faire taire, ai-je demandé, bien que je comprenne déjà le sens. Les gens qui en savent trop sur ce genre d'opérations vivent rarement assez longtemps pour en parler, dit Benoît d'un ton sombre. J'ai regardé à nouveau Jérôme, qui semblait maintenant encore plus petit et plus abattu. Alors tu ne nous protégeais pas seulement, tu te protégeais aussi. Gwendoline, s'il te plaît, supplia-t-il. J'aime Quincy et Florane. Je ne ferai jamais rien pour leur faire intentionnellement du mal. Mais tu l'as fait, répondit Quincy, la voix étranglée. Tu nous as mises dans danger terrible à cause de tes choix. Un des autres agents s'est approché de Benoît et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Benoît a acquiescé et s'est tourné vers nous. « Mesdames, nous allons avoir besoin que vous veniez avec nous maintenant, » dit-il. « Nous avons une plante préparée où vous resterez pendant que nous terminons de démanteler cette opération. »« Pour combien de temps ?» ai-je demandé. « Quelques jours, peut-être une semaine, » répondit Benoît. « Selon le nombre d'autres membres de l'organisation que nous pourrons localiser et arrêter. » Quincy a regardé autour de la maison, notre maison, comme si elle lui disait adieu. « Et après, que se passe-t-il après ?»« Après, vous pourrez retourner à une vie normale, » assura Benoît. « Mais Jérôme ?» Il regarda mon gendre. « Jérôme devra remplir sa part de l'accord de coopération. Cela signifie témoigner contre l'organisation et probablement entrer dans le programme de protection des témoins. »« Programme de protection ?» demanda Quincy, alarmé. « Cela signifie que vous devrez décider si vous voulez l'accompagner ou non, » expliqua Benoît doucement. « C'est une décision qui n'a pas besoin d'être prise maintenant, mais vous devrez finalement choisir. » J'ai regardé ma fille, qui tenait notre précieuse Florane, et j'ai senti mon cœur se briser. Toute cette situation était une conséquence des choix de Jérôme, mais les décisions que nous aurions à prendre nous affecteraient toutes. « Maman, » dit Quincy doucement, « je ne sais pas quoi faire. »« Tu n'as pas besoin de savoir maintenant, » ai-je répondu, en me levant pour les serrer toutes les deux dans mes bras. « D'abord restons en sécurité. Nous penserons à l'avenir plus tard. » Benoît donnait des instructions à ses agents pendant que nous prenions quelques vêtements et objets essentiels. La maison qui avait été mon refuge pendant tant d'années semblait maintenant violée, remplie de mauvais souvenirs. Pendant que Quincy préparait un sac avec les affaires de Florane, je me suis retrouvé seul avec Jérôme un moment. Les agents avaient temporairement retiré ses menottes pour qu'il puisse prendre quelques affaires. « Gwendoline, dit-il, s'approchant prudemment, je sais que tu me détestes maintenant, mais j'ai besoin que tu saches que j'aime vraiment ta fille. L'amour n'est pas qu'un sentiment, Jérôme, ai-je répondu sans le regarder. L'amour, c'est la protection. L'amour, c'est l'honnêteté. L'amour,
c'est placer le bien-être de la personne aimée au-dessus du sien. J'ai essayé de vous protéger, insista-t-il. Non, ai-je corrigé fermement. Tu as essayé de te protéger, et dans le processus, tu nous as toutes mises en danger mortel. Il n'a pas répondu, parce qu'il n'y avait pas de réponse possible. Nous savions tous les deux que j'avais raison. Quand nous étions prêtes à partir, Benoît m'a remis une carte avec son numéro direct. Pour quoi que ce soit dont vous ayez besoin, n'importe quelle question, appelez-moi immédiatement. J'ai jeté un dernier regard à mon salon, encore en désordre à cause de l'opération policière. Les meubles déplacés, les papiers éparpillés, la sensation que ma vie avait été complètement bouleversée. « Allons-y », dit Quincy en me tenant la main. « Tout ira bien. » Je voulais la croire. Je voulais croire que nous surmonterions tout cela et que notre famille trouverait un moyen de se reconstruire. Mais tandis que nous marchions vers les voitures de Fédéral qui nous conduiraient vers un endroit inconnu, je ne pouvais pas écarter le sentiment que notre vie, telle que nous la connaissions, était terminée à jamais. La seule certitude que j'avais était que, quoi qu'il arrive, je protégerais Quincy et Florane, même si cela signifiait prendre des décisions difficiles concernant l'avenir de notre famille. Le voyage jusqu'à la planque fut silencieux. Seul le souffle doux de Florane endormie remplissait l'espace entre nous. Quincy serrait ma main fort, ses doigts froids révélant la nervosité qu'elle tentait de cacher. Je regardais par la fenêtre de la voiture fédérale, observant les rues familières de la ville défiler comme si elles appartenaient à un monde auquel nous n'appartenions plus. Benoît conduisait prudemment, vérifiant constamment les rétroviseurs. Une autre voiture nous suivait à distance de sécurité avec d'autres agents fédéraux. La réalité que nous avions besoin de toute cette protection semblait encore irréelle. « Où allons-nous » demandai-je doucement, essayant de ne pas réveiller ma petite fille. « Une maison en périphérie de la ville » répondit Benoît, gardant les yeux sur la route. « Un endroit discret, sûr. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. » Quincy changea la position de Florane dans ses bras, ajustant la petite couverture rose que j'avais tricotée des mois auparavant. Cela semblait une éternité depuis ces jours tranquilles, quand ma plus grande préoccupation était de choisir le bon point pour le tricot. « Agent Mendes » dit ma fille avec hésitation, « qu'arrivera-t-il à Jérôme ?» Benoît regarda dans le rétroviseur avant de répondre. Il sera transféré dans une installation fédérale aujourd'hui même. Le processus de coopération a déjà commencé, mais ce sera long. Et nous, insistai-je, que nous arrive-t-il pendant ce processus ? Vous resterez dans la planque jusqu'à ce que nous soyons certains que tous les membres de l'organisation ont été identifiés et arrêtés, expliqua-t-il patiemment. Après cela, vous aurez des choix à faire. Je savais quel choix il mentionnait, mais je ne voulais pas y penser maintenant. Nous devions d'abord nous remettre du traumatisme des derniers jours. La planque se trouvait dans un quartier résidentiel tranquille, une construction simple de 2 étages avec un jardin bien entretenu. Cela ressemblait exactement au type d'endroit où vivrait une famille normale, ce qui était probablement l'intention. « Y a-t-il d'autres agents ici ?» demanda Quincy, tandis que nous sortions de la voiture. « 2 agents resteront dans la maison avec vous, » confirma Benoît. « 2 autres resteront aux alentours, faisant des rondes. Vous ne serez pas seul. » À l'intérieur de la maison, je fus impressionné par l'apparence normale de tout. Des meubles confortables, une cuisine bien équipée, des photographies génériques de paysages au mur. C'était comme si quelqu'un avait créé une version neutre d'un foyer. « La chambre principale est pour vous, » dit Benoît, indiquant l'escalier. « Il y a un berceau monté pour le bébé, des vêtements basiques dans les armoires, des produits d'hygiène dans les salles de bain. » Quincy monta explorer les chambres avec Florane, qui s'était réveillée et commençait à s'agiter. Je restai dans le salon avec Benoît, essayant encore de digérer tout ce qui s'était passé. « Agent Mendes » commençai-je, m'asseyant dans un fauteuil qui me rappelait vaguement celui de ma propre maison. « Soyez honnête avec moi, quelles sont nos chances réelles de retourner à une vie normale
Il s'assit sur le canapé en face de moi, retirant sa veste et révélant son arme dans son holster. Cette vue me fit frissonner, me rappelant que notre situation était plus grave que je ne voulais l'admettre. « Madame Monteiro, » dit-il, utilisant mon nom de famille avec respect. « L'organisation dans laquelle Jérôme s'est impliqué est vaste. Nous arrêtons des membres depuis des mois, mais il en apparaît toujours de nouveaux. Son témoignage sera crucial pour démanteler complètement la structure. » « Cela ne répond pas à ma question, » insistai-je. Benoît soupira profondément. « Honnêtement, vous ne pourrez probablement jamais retourner exactement à la vie que vous aviez avant. Même après que l'organisation sera démantelée, il existera toujours un risque de représailles. » Je sentis un poids dans la poitrine en entendant cette confirmation de mes pires craintes. Et si nous choisissons de ne pas entrer dans le programme de protection? C'est une décision que vous seul pouvez prendre, répondit-il prudemment. Mais je vous recommanderais fortement de considérer toutes les options. Quincy descendit les escaliers à ce moment-là, portant Florane, qui était maintenant réveillée et regardait curieusement autour d'elle. Ma petite fille n'avait aucune idée que sa vie avait changé drastiquement et j'enviais son innocence. « La maison est confortable, » dit Quincy, essayant de paraître enthousiaste. Florane a aimé la chambre. J'ai passé le reste de l'après-midi à aider Quincy à s'installer, en rangeant le peu de vêtements que nous avions apportés et en essayant de créer une sensation de normalité pour Florane. Les agents qui restaient avec nous, Marcos et Juliana, étaient professionnels et discrets, mais leur présence constante nous rappelait notre situation. Pendant le dîner, que nous avons préparé avec les provisions de base disponibles dans la maison, Quincy a finalement exprimé ce que nous pensions toutes les deux. « Maman, » dit-elle, en coupant un morceau de poulet pour Florane, « je ne sais pas si je peux faire ça. »« Faire quoi ?» ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. « Tout recommencer, changer d'identité, laisser notre vie derrière nous. » Elle fit une pause, regardant sa fille. « C'est beaucoup à digérer. » Je comprenais parfaitement. L'idée d'abandonner tout ce que nous avions construit, tous nos souvenirs et nos liens, était effrayante. Mais l'alternative, vivre constamment dans la peur, semblait tout aussi impossible. Nous n'avons pas besoin de décider maintenant, dis-je, en touchant sa main. Concentrons-nous d'abord sur notre sécurité. Ce soir-là, après que Florane se soit endormie, Quincy et moi nous sommes assises sur la véranda arrière de la maison. Le jardin était éclairé par de douces lumières de sécurité, et je pouvais voir la silhouette d'un des agents faisant sa ronde dans le périmètre. « Peux-tu pardonner à Jérôme ?» demanda soudainement Quincy. La question m'a prise au dépourvu. J'avais passé tellement de temps à me concentrer sur notre sécurité que je n'avais pas vraiment analysé mes sentiments envers mon gendre. « Je ne sais pas. » ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi comprend qu'il avait peur, qu'il croyait peut-être vraiment nous protéger. Mais une autre partie de moi est furieuse qu'il nous ait mis dans cette situation. Quincy hocha lentement la tête. Je ressens la même chose. Je l'aime, ou du moins j'aimais l'homme que je pensais qu'il était. Mais maintenant je ne sais plus qui il est vraiment. L'amour ne disparaît pas du jour au lendemain, dis-je, en choisissant soigneusement mes mots. Mais la confiance, une fois brisée, est très difficile à reconstruire. Et s'il changeait vraiment, s'il coopérait complètement avec les fédéraux, s'il essayait de faire ce qui est juste, demanda-t-elle, avec une note d'espoir dans la voix. Alors tu auras une décision très difficile à prendre, répondis-je. Mais souviens-toi, Quincy, tu ne prends pas cette décision uniquement pour toi. Florane sera également affectée par tous les choix que tu feras. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment, chacune perdue dans ses pensées. Le son des grillons et le vent dans les arbres créaient une atmosphère presque paisible, si ce n'était la présence constante des agents de sécurité. « Maman, » dit finalement Quincy, « quoi que nous décidions concernant le programme de protection ou Jérôme, je veux que tu saches que je ne regrette pas de t'avoir toi et Florane dans ma vie. Vous êtes les choses les plus importantes pour moi. »
J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Et toi et Florane êtes tout pour moi aussi, ma chérie. Nous surmonterons cela ensemble, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Benoît est revenu avec des nouvelles de l'enquête. Nous nous sommes assis dans la cuisine pendant que Florane jouait par terre avec quelques jouets que les agents avaient tout fournis. « Nous avons de bonnes nouvelles », annonça-t-il, acceptant une tasse de café que Quincy avait préparée. Nous avons réussi à arrêter 5 autres membres de l'organisation au cours des dernières 24 heures. Le témoignage de Jérôme est extrêmement précieux. « Cela signifie-t-il que nous sommes plus en sécurité ?» ai-je demandé. « Cela signifie que nous nous rapprochons du démantèlement complet de l'opération », répondit Benoît. « Mais il y a encore du travail à faire. » Quincy s'est assise à table avec nous, gardant un œil sur Florane. « Comment va Jérôme? Est-il bien? »« Il est en sécurité et coopère pleinement, » assura Benoît. « En fait, il a demandé à vous envoyer un message. » Quincy et moi avons échangé des regards. « Quel genre de message ?» ai-je demandé avec prudence. Benoît sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Il a écrit une lettre. Vous n'êtes pas obligé de la lire, mais il a insisté pour que je vous l'apporte. Quincy tendit la main avec hésitation pour prendre l'enveloppe, mais la retira ensuite. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Il n'y a pas d'urgence, dit Benoît doucement. La lettre restera avec vous. Lisez-la quand vous vous sentirez prête, si vous voulez la lire. J'ai pris l'enveloppe des mains de Benoît et l'ai posée sur la table, entre Quincy et moi. C'était un rappel tangible que tôt ou tard, nous devrions faire face à la situation avec Jérôme, indépendamment de nos émotions contradictoires. « Y a-t-il autre chose que nous devons savoir ?» ai-je demandé. « Pour l'instant, non, » répondit Benoît, finissant son café. « Continuez à vous installer ici. Cela peut prendre encore quelques jours avant que nous soyons sûrs que vous pouvez sortir en toute sécurité. » Après son départ, Quincy et moi sommes restés à regarder la lettre sur la table comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Qu'est-ce que tu penses qu'il a écrit ?» demanda-t-elle. « Probablement une explication. Peut-être des excuses, ai-je spéculé. Ou peut-être une tentative de justifier ses actions. Quincy a pris Florane dans ses bras lorsque le bébé a commencé à se lasser de jouer seul. Tu penses qu'on devrait la lire ? Je pense, dis-je après une pause, que lorsque nous serons prêtes à entendre ce qu'il a à dire, nous le saurons. D'ici là, la lettre peut attendre. Quincy acquiesça, semblant soulagé de ne pas avoir à prendre cette décision immédiatement. Nous avons rangé la lettre dans un tiroir de la cuisine et passé la journée à essayer de créer une routine normale pour Florane. Mais même pendant que nous jouions avec ma petite fille et tentions de maintenir une apparence de normalité, je ne pouvais m'empêcher de penser à la lettre et à ce qu'elle pouvait contenir. Une partie de moi était curieuse, tandis qu'une autre craignait que la lecture des mots de Jérôme ne complique davantage nos sentiments déjà confus. Une chose était certaine. Notre voyage était loin d'être terminé et les décisions les plus difficiles restaient à venir. 2 ans et demi s'étaient écoulés depuis cet après-midi terrible où notre vie avait été bouleversée. J'étais assise sur la véranda de notre nouvelle maison, une construction simple mais chaleureuse, dans une petite ville de province, observant Florane jouer dans le jardin avec sa nouvelle amie d'école. Ma petite fille, maintenant âgée de presque 9 ans, s'était mieux adaptée que nous tous au changement radical dans nos vies. Quincy est apparu à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur le tablier que je lui avais brodé le mois dernier. « Maman, le café est prêt, » dit-elle, avec ce sourire qui avait mis plus d'1 an à revenir complètement sur son visage. « J'arrive, ma chérie, » ai-je répondu, jetant un dernier coup d'œil aux enfants qui jouaient. La normalité me surprenait encore parfois. Après des mois à vivre dans la peur constante, la tranquillité de cette nouvelle vie semblait presque irréelle. Nous sommes entrés dans la cuisine, où l'arôme familier du café fraîchement préparé créait une atmosphère de foyer que nous avions reconstruite brique par brique. Quincy a servi 2 tasses
dans les mugs en céramique que nous avions achetés au marché local, un autre petit rituel qui nous aidait à créer des racines dans cet endroit que nous appelions désormais notre maison. « Une lettre est arrivée aujourd'hui, » dit Quincy, indiquant une enveloppe sur la table d'un léger mouvement de tête. Je savais immédiatement de qui elle était. Ces 2 dernières années, Jérôme avait écrit régulièrement des lettres que Quincy lisait parfois, et parfois rangeait sans les ouvrir. La procédure judiciaire s'était terminée il y a 6 mois, avec lui respectant sa part de l'accord de coopération. L'organisation criminelle avait été complètement démantelée, ses dirigeants condamnés à de longues peines de prison. « Tu vas la lire cette fois ?» ai-je demandé, m'asseyant à table et enveloppant la tasse chaude de mes 2 mains. Quincy hésita, regardant l'enveloppe, comme si elle pouvait contenir des secrets dangereux. Je pense que oui. Benoît a dit que le programme de protection officiel est terminé. Si nous le voulons, nous pouvons reprendre contact. L'agent Mendes était devenu plus que notre protecteur pendant ces mois difficiles. Il était devenu un ami, nous rendant visite occasionnellement pour vérifier comment nous nous adaptions. C'est lui qui nous avait aidés à choisir cette ville, qui avait fait en sorte que Florane puisse s'inscrire à l'école locale sans complications bureaucratiques. « Que te dit-elle ton cœur ?» ai-je demandé, observant ma fille attentivement. Quincy soupira profondément, prenant la lettre et la faisant tourner entre ses doigts. Que j'ai besoin de réponse. Que Florane mérite de connaître la vérité sur son père quand elle sera prête. Et que c'est peut-être le moment d'affronter ce qui s'est passé, au lieu de simplement le fuir. Elle a ouvert l'enveloppe avec précaution, dépliant les 2 feuilles de papier manuscrit. Ses yeux ont parcouru rapidement les lignes d'abord, puis sont retournés au début pour une lecture plus attentive. J'observais ses expressions changer au fil de sa lecture, voyant la surprise, la tristesse et ce qui semblait être du soulagement passé sur son visage. « Il est différent », dit-elle finalement, posant la lettre sur la table. « Cette lettre est différente des autres. »« Différente comment ?» ai-je demandé, curieuse mais respectant sa vie privée. « Moins d'excuses, plus de responsabilités », expliqua Quincy, touchant le bord de la lettre du bout du doigt. Il ne demande pas pardon cette fois, il explique simplement qui il est devenu, ce qu'il a appris. J'ai pris sa main libre, sentant la texture familière de sa peau, les petites cicatrices de son enfance, quand elle se blessait en jouant dans la cour. Et que ressens-tu à propos de cela ? Que peut-être il a finalement compris la gravité de ce qu'il a fait, répondit-elle, entrelaçant nos doigts, et que je suis peut-être prête à avoir une vraie conversation avec lui. Florane est entrée en courant par la porte de derrière, les joues rosies d'avoir joué au soleil. « Mamie, Maria a dit qu'on peut faire un pique-nique demain au parc. Je peux y aller ?» demanda-t-elle, sautillant d'un pied sur l'autre avec l'énergie inépuisable de l'enfance. « Bien sûr que tu peux, mon amour », ai-je répondu en ouvrant les bras pour l'accueillir dans une étreinte. « Mais d'abord on va déjeuner et après tu devras faire tes devoirs. » « D'accord, a-t-elle accepté, embrassant ma joue avant de courir se laver les mains. Quincy et moi avons échangé un regard qui en disait long. Florane était heureuse, adaptée, se faisait des amis. Toute décision concernant Jérôme devrait d'abord prendre en compte son bien-être. « Tu veux que je lise la lettre ?» ai-je proposé, respectant totalement si elle refusait. « Oui, je veux bien », a répondu Quincy, en poussant le papier vers moi. « Je veux savoir ce que tu en penses. » J'ai lu attentivement la lettre de Jérôme, remarquant immédiatement la différence de ton. Il n'essayait pas de se justifier ou de minimiser ses actions. Au lieu de cela, il décrivait les 2 années passées sous protection, son travail actuel de consultant, aidant les entreprises à identifier les systèmes de blanchiment d'argent, les séances de thérapie qu'il avait aidé à comprendre ses propres motivations. Il a mûri, ai-je commenté, en repliant soigneusement la lettre. Ou du moins, il semble avoir mûri. C'est ce qui me trouble, a admis Quincy en se levant pour vérifier le déjeuner sur la cuisinière.
Une partie de moi veut croire que les gens peuvent vraiment changer, mais une autre partie a peur d'être à nouveau trompée. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps, ai-je fait remarquer en l'aidant à mettre la table. Il peut avoir changé, et tu peux encore avoir le droit d'être prudente. Pendant le déjeuner, Florane a parlé de son cours de sciences, de son projet sur les papillons, du livre qu'elle lisait. Sa vie était riche et pleine, entourée d'amis et d'activités normales. C'était exactement ce que Quincy et moi avions souhaité pour elle quand nous avions décidé d'accepter les nouvelles identités. « Maman, » a dit soudainement Florane au milieu de la conversation sur les papillons, « tu crois que je reverrai mon père un jour ?» La question nous a prises au dépourvu. Florane mentionnait rarement Jérôme, et quand elle le faisait, c'était toujours de façon désinvolte, comme si elle s'enquérait d'une connaissance lointaine. Quincy s'est arrêté, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Pourquoi poses-tu cette question, mon amour ?» Maria a dit que son père travaille loin et ne rentre que les week-ends, a expliqué Florane, mélangeant les haricots avec le riz dans son assiette. J'ai pensé que peut-être mon père aussi travaillait loin. Quincy m'a lancé un regard demandant de l'aide. Nous avions convenu d'être honnêtes avec Florane quand elle poserait des questions, mais en adaptant les réponses à son âge et sa capacité de compréhension. Ton père est dans un endroit sûr, a dit Quincy prudemment. Et oui, il est possible que vous vous revoyiez un jour quand le moment sera venu. Quand est-ce que ce sera le bon moment ? A demandé Florane avec la logique implacable des enfants. Quand tu seras un peu plus grande et que tu pourras mieux comprendre certaines choses compliquées, ai-je répondu, intervenant pour aider Quincy. Pour l'instant, le plus important est que tu sois en sécurité et heureuse ici avec nous. Florane a hoché la tête, apparemment satisfaite de la réponse, et a repris sa conversation sur les papillons. Mais Quincy et moi savions que la question avait marqué un tournant. Notre fille grandissait, et bientôt nous aurions besoin de réponses plus complexes. Cet après-midi-là, pendant que Florane faisait ses devoirs à la table du salon, Quincy et moi nous sommes assises sur la terrasse pour poursuivre notre conversation. « Je pense que je veux le rencontrer », a-t-elle dit soudainement, me surprenant par sa décision. « Tu es sûre ?» ai-je demandé, étudiant son visage à la recherche de signes de doute. « Non », a-t-elle admis avec un rire sans joie. « Mais je pense que je dois le faire, pour moi et éventuellement pour Florane. Elle a le droit de connaître son père, de faire ses propres choix concernant cette relation quand elle sera plus grande. « Et toi, qu'espères-tu de cette rencontre ?» ai-je demandé. Quincy est restée silencieuse un long moment, observant les nuages se déplacer lentement dans le ciel bleu. Une conclusion, peut-être, ou peut-être la possibilité d'un nouveau départ. Je ne sais pas exactement. Je sais seulement que porter toute cette colère et cette amertume ne me fait pas de bien. Alors faisons-le correctement, ai-je dit, prenant une décision. Contactons Benoît, demandons-lui d'organiser une rencontre sûre, et soyons clairs que ce sera selon nos conditions, à notre rythme. Quincy a souri, le premier sourire véritablement détendu que je voyais sur son visage quand nous parlions de Jérôme. « Merci, maman, de me soutenir, même en sachant que ça pourrait être une mauvaise décision. »« Ce n'est pas une mauvaise décision, ai-je corrigé. C'est une décision courageuse, et même si ça ne marche pas, au moins tu sauras que tu as essayé. » 2 semaines plus tard, Benoît a organisé la rencontre dans une ville neutre, à mi-chemin entre où nous vivions et où Jérôme habitait. Quincy a décidé d'y aller seule d'abord, laissant Florane avec moi pour quelques jours. Quand elle est revenue, elle semblait différente, plus légère d'une certaine façon, comme si un poids qu'elle portait depuis des années avait enfin été retiré de ses épaules. « Comment ça s'est passé ?» ai-je demandé en l'enlaçant à l'aéroport. « Difficile », a-t-elle répondu honnêtement, mais nécessaire. « Il a vraiment changé, maman. Pas complètement, peut-être jamais complètement, mais suffisamment pour qu'on puisse essayer de construire une sorte de relation civile. Et pour Florane, nous en avons parlé, il comprend qu'elle passe en premier, que tout contact devra être progressif et toujours supervisé, au moins au début.
Pendant le trajet de retour, Quincy m'a raconté leur conversation. Comment Jérôme avait assumé l'entière responsabilité de ses actes. Comment il travaillait pour faire des réparations non seulement légales, mais aussi personnelles. Comment il avait pleuré en voyant des photos récentes de Florane, réalisant tout ce qu'il avait manqué. Il ne demande pas qu'on redevienne une famille, a expliqué Quincy. Il sait que c'est impossible. Mais il veut faire partie de la vie de Florane si elle le souhaite, quand elle sera prête. 6 mois plus tard, nous avons organisé la première rencontre entre Jérôme et Florane. C'était dans un parc public, avec Quincy et moi présentes, juste quelques heures un samedi après-midi. Ma petite fille était nerveuse mais curieuse, posant des questions directes avec l'honnêteté brutale des enfants. J'ai observé Jérôme interagir avec la fille qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans, remarquant comme il avait vieilli, comme ses yeux portaient un poids qui n'était pas là avant. Mais j'ai aussi vu comme il s'est illuminé en écoutant Florane parler de l'école, de ses amis, des livres qu'elle lisait. Ce n'étaient pas des retrouvailles de films pleines de larmes et d'étreintes émouvantes. C'était prudent, hésitant, réel. Et peut-être, ai-je pensé en observant ma famille, essayer de se redéfinir, que c'était exactement comme ça que ça devait être. Maintenant, assise sur la terrasse de notre maison, regardant Florane jouer dans le jardin que nous avons planté ensemble, je ressens une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Nous ne savons pas ce que l'avenir réserve à notre famille reconstruite, si Jérôme pourra maintenir les changements qu'il a faits, si Florane choisira d'avoir une relation avec lui en grandissant. Mais je sais que nous avons survécu, que nous nous sommes adaptés, que nous avons trouvé une façon d'être heureux, même après que tout se soit écroulé. Et peut-être qu'à la fin, c'est la seule certitude qui compte vraiment.